Verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Bienvenue à tous nos auditeurs sur Radio G 101.5 FM. Je suis Bénédicte, vous êtes sur Un autre regard. L'émission où l'invisible devient visible et où les mystères de l'univers se dévoilent au-delà de la réalité pure. Un mardi sur deux, les semaines impaires à 21h, dans cette émission, nous plongerons ensemble dans les profondeurs du paranormal. Nous partirons à la découverte de phénomènes inexpliqués, de faits déroutants et d'événements bizarres qui défient la logique. Nous explorerons l'ésotérisme et l'occultisme et nous revivrons les mythes et les légendes. Que vous soyez un passionné du surnaturel ou que vous soyez sensible aux énergies des lieux, ou simplement quelqu'un de curieux, cette émission est faite pour vous. Je compte sur vous, bien sûr, pour participer, réagir, poser vos questions et même témoigner d'un événement paranormal. Sans plus attendre, traversons ensemble le miroir de la réalité. Cette semaine, on lève le voile sur Nostradamus en nous demandant si c'est un prophète visionnaire ou un usurpateur de génie. Dans la seconde partie, si je vous dis Jim Morrison, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Amy Winehouse, vous l'aurez compris, on s'interrogera sur la fameuse malédiction du Club des 27. Est-ce une réalité ou un simple hasard malheureux? Et on terminera cette semaine avec la chronique Un coup d'œil dans le rétro ciné-série, qui vous emmènera dans le train de la nostalgie avec l'évocation d'une émission qui a pour beaucoup marqué son époque. Attachez vos ceintures, c'est parti! Aujourd'hui, dans cette première émission, dans Un autre regard, nous allons plonger dans l'univers mystérieux d'une figure historique qui continue de fasciner et de diviser, Michel de Notre-Dame, plus connu sous le nom de Nostradamus. Prophète visionnaire pour certains, simple usurpateur pour d'autres, son œuvre suscite en tout cas des débats passionnés depuis des siècles. Ces fameuses prophéties rédigées sous forme de quatrains énigmatiques ont traversé les époques, inspirant fascination, peur et scepticisme. Ressortant à chaque crise ou à chaque événement mondial, attentat, pandémie. Alors, qui était vraiment Nostradamus? Un prophète guidé par une force mystique ou un homme ordinaire, habile à manier les ambiguïtés? Nous allons commencer par l'homme derrière la légende. Avant de parler de ses prophéties, intéressons-nous à la vie de Michel de Notre-Dame. Il est né en décembre 1503 à Saint-Rémy de Provence. Il appartient à une famille d'origine juive qui a été convertie au catholicisme et il grandit dans un contexte religieux et politique très agité qui est marqué par la guerre de religion, la peste et les tensions entre catholiques et protestants. Alors, il est initialement formé comme apothicaire, mais il étudie également la médecine du côté de Montpellier. Et il se fait un nom en soignant les victimes de la peste, le fléau récurrent de l'époque. Cependant, dans les années 1550, il commence à publier des textes prophétiques qui lui valent une célébrité durable. Alors, en 1555, il publie la première édition de ses célèbres prophéties, qui est un recueil de 353 quatrains. C'est des poèmes qui sont un peu cryptiques, qui sont rédigés dans un mélange de vieux français, de latin, d'italien et même de provençal. C'est ce qui constitue le cœur de sa réputation en tant que prophète. Nostradamus, bien que critiqué par certains de ses contemporains, a bénéficié du soutien et de la reconnaissance de plusieurs personnalités influentes de son époque, ce qui a contribué à renforcer sa réputation de prophète et de légitimer ses prédictions. Alors, parmi la personnalité la plus intéressante et la plus prédominante dans son succès, c'est quand même Catherine de Médicis et sa famille. Donc, c'est l'une des plus grandes protectrices de Nostradamus. C'était bien sûr la reine de France et l'épouse d'Henri II. Elle était complètement fascinée par l'astrologie et les prédictions de Nostradamus. Et elle l'invite à la cour en 1556. Elle croyait en ses capacités et le consultait régulièrement pour prédire l'avenir de sa famille et de la France. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui a convaincu Catherine de Médicis, c'est que Nostradamus aurait prédit la mort tragique de son mari Henri II dans un tournoi de joutes dans son livre, dans des prophéties, son tiré 1, quatrain 35.
Alors, cette prophétie, en fait, elle se réalise en 1559, ce qui renforce encore davantage sa réputation et lui permet du coup d'avoir une aura dans toute la cour et dans toute l'élite. Mais bien sûr, quelles étaient les motivations de cet homme ? Alors, Nostradamus se disait guidé par des genres de visions mystiques qu'il aurait reçues sous forme de rêves ou de transes. Ou alors, est-ce qu'il s'agit d'un usurpateur mentaliste qui est désireux de s'assurer un train de vie durable dans une époque un peu compliquée ? Voilà, on va faire le point ensemble. Pour l'heure, nous allons faire une pause musicale sur Radio G 101.5 FM. On se retrouve après pour continuer de creuser le phénomène Nostradamus. Je vous propose le groupe Nostradamus et la chanson Mystica. Retrouvez votre rendez-vous paranormal, un autre regard, un mardi sur deux, les semaines impaires, à 21h sur Radio G. Nous en étions aux prophéties de Nostradamus, où il faut bien dire, il a quelques quand même prédictions qui sont étonnantes. Je vous ai fait un petit medley. Alors, il a publié des centaines de quatrains, et certains sont souvent cités comme des prédictions qui sont absolument frappantes de grands événements historiques. On va voir ensemble quelques exemples. Alors, on va reparler de la mort d'Henri II dans un duel. Alors, le quatrain disait « Le jeune lion vaincra le vieux sur le champ de bataille en duel singulier. Il lui crèvera les yeux dans une cage d'or. 2 blessures, une, puis il mourra d'une mort cruelle. » Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1559, Henri II mourut d'une blessure à l'œil lors d'un tournoi, ce qui renforça l'idée que Nostradamus avait prédit cet événement avec une précision troublante. Cette prophétie lui attire une grande attention, une grande considération parmi l'élite. Alors, une deuxième prédiction troublante, c'est la Révolution française. Un de ces quatrains qui est souvent cité en lien avec cet événement, c'est le suivant. « De la servitude, deuil et famine, de grands escrocs le tiers-monde, par peste, folie et frénésie, le roi d'effondrement déshonore. » Pour certains, cette prophétie annonce la chute de la monarchie française, la famine et les troubles qui marquèrent la Révolution française. Le tiers-monde, lui, du coup, est interprété ici comme étant référence au tiers-État, qui joue un rôle clé dans les événements révolutionnaires. Une autre prophétie, c'est celle qui concernerait, conditionnel, Napoléon Bonaparte. Donc Nostradamus aurait également prédit l'ascension et la chute de Napoléon avec des références cryptiques à un chef de guerre qui serait issu d'Italie. Donc le quatrain lui évoque « Un empereur naîtra près d'Italie, qui sera vendu bien cher à l'Empire. Certains voient donc une allusion à Napoléon, né en Corse, et qui s'est autoproclamé empereur avant d'aller conquérir l'Europe. » Le dernier quatrain dont je voulais vous parler, c'était un qui est en référence aux événements du 11 septembre. « Le ciel brûlera à 45 degrés. Le feu approche de la grande ville nouvelle. L'instant grande flamme éparse sautera. Quand on voudra des Normands faire preuve. » Ici, la mention de la grande ville nouvelle est interprétée comme une allusion directe à New York, et le ciel brûlant comme une référence à l'attaque des avions sur les tours jumelles. Alors, ce qu'on peut dire au niveau des interprétations mystiques, c'est que pour ses partisans, ces exemples sont des preuves solides que Nostradamus avait une vraie capacité à voir l'avenir. Ces visions auraient été transmises par des moyens mystiques, voire quasi divins. D'autres, en fait, estiment qu'il puisait des connaissances astrologiques et des sciences occultes pour percevoir, en fait, le destin de l'humanité. Alors, malgré cela, certains le voient comme un manipulateur habile, presque mentaliste, qui joue des peurs et de prédictions qui sont parfois vagues. On va voir ça après la pause musicale. Et je vous propose un autre titre autour du thème de l'usurpation, avec la BO du film Le talentueux Monsieur Ripley. Et c'est Sinéad O'Connor. À tout de suite. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Vous êtes sur Un autre regard et l'émission paranormale qui, en ce moment, se penche sur Nostradamus. Nostradamus, est-ce finalement simplement qu'un usurpateur habile ? Bien entendu, tout le monde ne voit pas en Nostradamus un véritable prophète. Ses détracteurs sont nombreux et avancent des arguments qui sont plutôt solides pour démontrer finalement que ces quatrains sont loin d'être des prédictions miraculeuses. Tout d'abord, on lui reproche un langage qui est délibérément vague et ambigu. Le style de Nostradamus est volontairement obscur et ambigu. Il mélange des langues, donc on a vu tout à l'heure le latin, le provençal, des références historiques et mythologiques,
et des métaphores. Ce qui rend en fait les quatrains pratiquement impossibles à comprendre sans interprétation. Alors, cette ambiguïté, elle permet à ces textes d'être appliqués à une multitude d'événements après coup. C'est le danger de ce qu'on appelle l'interprétation rétroactive. Alors, une des critiques les plus fréquentes que les professions de Nostradamus sont véritablement comprises qu'après les événements ont eu lieu. Ces quatrains sont souvent réinterprétés pour s'adapter aux événements modernes, ce qui donne l'illusion d'une prédiction. Par exemple, il n'y a pas de mention explicite à Napoléon ou à Hitler, mais seulement des mots qui pourraient vaguement s'y rapporter. Après, il y a des prédictions qui sont manquantes ou erronées. Alors, si Nostradamus avait vraiment vu l'avenir, pourquoi est-ce qu'il n'a pas prédit certains grands événements de l'humanité ? Par exemple, il n'y a aucune mention claire de la découverte de l'Amérique, de la Première Guerre mondiale ou même de la Révolution industrielle. Et en plus, certaines de ces prédictions semblent complètement hors de propos, voire inexactes. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a quand même un contexte historique. C'est-à-dire que Nostradamus vivait à une époque qui était marquée par la violence. On a vu tout à l'heure la peste, les conflits religieux. Et beaucoup de ces prédictions pourraient avoir été inspirées par ces réalités contemporaines plutôt que par de vraies visions mystiques. Alors, ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il a su capter les craintes de son époque, ce qui pourrait expliquer pourquoi ces quatrains ont un écho particulier chez ses contemporains. Alors, du point de vue sceptique, selon cette vision, Nostradamus n'était pas un prophète, mais un homme astucieux. Il a su exploiter les peurs de son époque en rédigeant des textes suffisamment vagues pour qu'ils puissent s'appliquer à tout moment, à tout événement de l'histoire. Et sa véritable prouesse serait donc d'avoir entretenu une aura de mystère qui persiste encore aujourd'hui. Alors c'est vrai que quand on prédit l'avenir, quand on dit effectivement qu'il y aura une guerre, qu'il y aura un tyran, qu'il y aura... Vous êtes sûr de tomber dessus de toute façon dans la chronologie de l'humanité. À un moment ou à un autre, effectivement, il risque d'avoir une guerre, il risque d'avoir des trahisons, il risque d'avoir des problèmes de tyrannie. Donc voilà, c'est tout à fait probable. Ce qu'on peut dire en conclusion là-dessus, c'est que même si son statut de prophète est débattu, l'héritage de Nostradamus est indéniable. Des siècles après sa mort, ses textes continuent d'être lus, analysés et interprétés. Il est régulièrement cité dans les films, des séries ou voire des documentaires. Et ses prophéties refont surface après chaque grande crise mondiale, comme lors des attentats du 11 septembre ou encore pendant la pandémie du Covid-19. Les quatrains de Nostradamus sont devenus un véritable phénomène culturel et ils continuent de fasciner non seulement les amateurs de mysticisme, mais aussi ceux qui s'intéressent à la psychologie de la croyance et de la prophétie. Il y a nombre de livres qui sont publiés sur le sujet. Alors, à votre avis, Nostradamus, prophète ou usurpateur ? Le mystère, en tout cas, demeure. Et vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous ? J'aimerais bien connaître vos impressions et vos réflexions à ce sujet. Je vais vous laisser une période supplémentaire de réflexion en vous proposant une pause musicale bien méritée. On se retrouve après sur Radio G 101.5. Pour un nouveau thème, nous allons discuter ensemble de la malédiction avec le fameux club des 27. Mais je vous propose tout de suite, quoi de mieux pour démarrer que d'écouter l'un d'entre eux. Retrouvez votre rendez-vous paranormal, un autre regard, un mardi sur deux, les semaines impaires, à 21h sur Radio G. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans Un autre regard pour ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des mystères les plus troublants de l'histoire de la musique, la légendaire malédiction du club des 27. Alors, depuis des décennies, une des séries d'essais tragiques secoue le monde de la musique. Alors, ces artistes étaient tous brillants, prometteurs. Ils nous ont quittés beaucoup trop tôt, à l'âge fatidique de 27 ans. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse, ils sont tous morts à cet âge, laissant derrière eux un héritage musical puissant, mais incomplet. Une étrange coïncidence qui a alimenté de nombreuses théories et réflexions. Aujourd'hui, nous allons nous interroger ensemble. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une malédiction ou d'une simple coïncidence troublante liée à leur style de vie sex, drug and rock'n'roll? Alors tout d'abord, la notion de club des 27, c'est qu'elle est née après le décès de plusieurs icônes du rock à cet âge précis. Mais pourquoi 27 ? Pourquoi cette récurrence chez les artistes ? Alors il y a beaucoup de gens qui attribuent ces morts à des modes de vie marqués par l'excès, drogue, alcool, dépression. Mais ces explications n'ont pas empêché les spéculations de grimper largement dans les sphères.
Mais cette malédiction est-elle vraiment des racines surnaturelles ou cache-t-elle une réalité finalement plus humaine? Avant de démarrer, je vais laisser la place à Jimi Hendrix. De retour sur le membre emblématique du club des 27, on va parler maintenant des artistes qui ont rejoint ce sinistre club. Alors le premier, c'est Robert Johnson, en 1938. C'est un chanteur de blues américain qui est considéré comme l'un des pionniers du genre. Alors lui, il est mort de causes qui sont incertaines, probablement empoisonné. Alors il est mort à 27 ans dans des circonstances qui restent à ce jour mystérieuses. Certaines théories suggèrent qu'il aurait été empoisonné par un mari jaloux après avoir flirté avec sa femme. D'autres pensent qu'il a succombé à une pneumonie ou à la syphilis. Un de notre membre proéminent, c'est Brian Jones, donc en 1969, le membre fondateur des Rolling Stones. Alors lui, il est mort par noyade dans sa piscine sous des circonstances aujourd'hui qui restent pareil mystérieuses. Le rapport officiel indique une noyade accidentelle aggravée par l'usage de drogue et d'alcool. Cependant, il y a des théories de complot qui persistent. Il y a certaines personnes qui affirment qu'il a été assassiné en raison de conflits avec son entourage, notamment avec des ouvriers travaillant sur sa propriété. Ensuite, 1970, on a Jimi Hendrix, qu'on vient d'écouter à l'instant. Le prodige de la guitare, lui, il est mort dans des circonstances qui sont encore floues. Alors, il est décédé à Londres après avoir pris 9 comprimés de Vesparax, un puissant somnifère, qui l'a conduit à vomir et à suffoquer pendant son sommeil. Il a été également sous l'influence de l'alcool. Donc, il y a beaucoup de spéculations qui ont émergé, certains avançant qu'il aurait été assassiné, mais ces théories, bien sûr, restent non confirmées à l'heure actuelle. Même année, Janis Joplin, la reine du blues rock, elle a été emportée par une overdose d'héroïne la même année. Donc, Janis Joplin a été retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel à Los Angeles. L'autopsie a révélé qu'elle avait succombé à une overdose d'héroïne, probablement exacerbée par l'alcool. Alors, Joplin était connue pour ses abus de substances, ce qui a tragiquement mis fin à une carrière qui était très prometteuse. Ensuite, 71, Jim Morrison, le poète du rock. Lui est retrouvé mort à Paris dans sa baignoire. Alors, l'autopsie n'a jamais été réalisée, curieusement. Officiellement, il est mort d'une insuffisance cardiaque, mais les circonstances exactes de sa mort restent floues. Des théories suggèrent une overdose d'héroïne, tandis que d'autres avancent qu'il pourrait avoir simulé sa propre mort pour échapper à la célébrité, ou même qu'il serait mort dans un club qu'il fréquentait et qu'il l'aurait emmené chez lui dans sa baignoire pour faire diversion. Un de plus, Kurt Cobain, donc le leader du groupe Nirvana, lui se serait suicidé dans sa maison de Seattle. Il a été retrouvé avec une blessure par balle à la tête ainsi qu'une lettre de suicide. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cobain luttait depuis longtemps contre la dépression, des problèmes de toxicomanie et les pressions liées à la célébrité. Alors bien que l'enquête conclue à un suicide, certains fans continuent de croire à des théories de complot suggérant qu'il aurait effectivement carrément été assassiné. Et la dernière en date, Amy Winehouse, en 2011, elle rejoint tragiquement ce club, elle succombe à l'abus de drogue et d'alcool, elle est retrouvée chez elle avec un taux d'alcoolémie extrêmement élevé dans le sang. Elle est dans son lit chez elle à Londres. Alors, il y a quand même aussi des membres qui sont moins connus. C'est vrai qu'on entend toujours parler un petit peu finalement des mêmes. On a en 1964 Rudy Lewis, le chanteur des Drifters. Lui, il est mort d'une overdose de drogue, donc c'est un peu moins mystérieux. Il y a aussi le membre fondateur des Grateful Dead, Ron Pigpen McKernan, en 1973. Lui, il décède d'une hémorragie interne due à une consommation excessive d'alcool. Dave Alexander, en 1975, le bassiste des Stooges. Lui, il meurt d'un œdème pulmonaire. Pete Ham, qui est le chanteur et guitariste du groupe Badfinger, lui, il se suicide par pendaison en 1975. Puis on a aussi Kirsten Pfaff, en 1994. C'est la bassiste du groupe Hole. Elle décède d'une overdose d'héroïne. Alors, en fait, avec ce club, plus on creuse, plus on trouve de membres. Mais du coup, on peut se demander qu'est-ce qui pourrait expliquer ce phénomène. Est-ce que c'est une simple coïncidence ou c'est vraiment une malédiction occulte? Alors, je vais vous laisser y réfléchir maintenant avec une grande dame. On va nous écouter Amy Winehouse, le temps de Back to Black. Et on se retrouve après pour les différentes théories. On est toujours sur Radio G, 101.5 FM, et on est sur le Club des 27. À tout de suite. On est de retour sur le Club des 27. Vous êtes toujours sur Radio G 101.5 FM. Alors, on a parlé du coup d'Amy Winehouse,
de Jim Morrison, de Jimi Hendrix. Mais finalement, qu'est-ce qui relie ces artistes au-delà de leur âge de décès? Alors, une première analyse, c'est une analyse qui est psychologique et sociologique pour expliquer cela. Alors, c'est un psychologue qui a exploré la pression inhérente à la célébrité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces artistes ont souvent atteint la gloire très jeune, un succès qu'ils avaient parfois du mal à gérer. Le sentiment de solitude, l'anxiété et la difficulté à supporter l'énorme poids des attentes du public les ont parfois conduits à l'autodestruction. Aussi, ce qu'on sait, c'est que la fin de la vingtaine, c'est aussi une période de vulnérabilité psychologique et psychique. Certains chercheurs avancent que le cerveau humain n'est pas complètement développé avant l'âge de 25-26 ans, notamment en ce qui concerne les prises de décision et le contrôle des impulsions. Les jeunes adultes sont souvent plus susceptibles de prendre des décisions risquées, comme l'usage de drogue, l'abus d'alcool ou la conduite dangereuse, augmentant ainsi les risques finalement de décès prématurés. D'autres sociologues ont aussi pointé du doigt une culture qui est très rock'n'roll, où les excès sont glorifiés. C'est ce qu'on appelle le vivre vite, mourir jeune, un modèle qui aurait façonné l'imaginaire collectif autour du destin tragique des rockstars. La musique, expression de leur mal-être, devenait parfois l'ultime cri d'alarme qu'on a su entendre qu'après leur disparition. On n'a pas compris sur le moment leur désarroi. Donc ça, c'était la théorie, on va dire, psychologique rationnelle. On a aussi des théories plus occultes. Alors, les explications occultes du Club des 27 reposent sur des théories mystiques et ésotériques qui vont au-delà des simples coïncidences ou des causes médicales et psychologiques. Alors, ces théories suggèrent que les artistes qui meurent à 27 ans sont victimes d'une malédiction ou d'un pacte lié à des forces occultes. Alors, voici quelques-unes des interprétations occultes les plus courantes. Alors, en première position, c'est le pacte avec le diable. Cette théorie est souvent associée à des figures comme le bluesman Robert Johnson. Elle suggère que certains artistes auraient fait un pacte avec des forces surnaturelles pour obtenir le succès, la célébrité et le talent. En échange, leur vie serait écourtée avec une échéance précise à 27 ans. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Robert Johnson, considéré comme le précurseur du Club des 27, aurait vendu son âme en échange de ses compétences musicales, selon une légende populaire. Donc, c'est déjà quelque chose qui circulait dès son décès en 1938. La deuxième également interprétation possible, c'est le point de vue de la numérologie. Donc, si on regarde le chiffre 27 en numérologie, donc la numérologie, c'est une discipline ésotérique qui attribue une signification symbolique au nombre. Alors, selon cette pratique, chaque chiffre ou combinaison de chiffres a une vibration énergétique spécifique qui peut influencer les traits de caractère, les événements de vie d'une personne. Donc là, on a le 2, le 7 et le chiffre. Donc la somme des deux, le 9. Donc le 2, c'est un chiffre qui symbolise souvent l'équilibre entre les forces opposées, comme le bien et le mal, la lumière et l'ombre. Il invite à la collaboration, à l'union et à la recherche de l'harmonie avec l'autre et avec le monde. Le 7, c'est un nombre mystique qui est associé à l'introspection, à la vérité cachée, à la quête d'un sens plus profond. Une recherche de la vérité solitaire et une quête d'un sens finalement plus élevé de la vie. Et ça peut parfois conduire à des moments de crise existentielle ou de révélation, voire d'excès. Pour ce qui est du 9, il est considéré comme un nombre de complétude, c'est la fin du cycle. Donc c'est un chiffre qui est lié à la transformation, au dépassement de soi. Il est associé à la fin d'une phase importante de sa vie, donc un moment de transition, un passage vers une nouvelle étape. Donc effectivement, la mort, c'est, on va dire, l'ultime passage. Et la symbolique, on va dire, globale du nombre 27, donc, son association avec la fin du cycle et la transformation peut sembler symbolique quand on l'implique finalement au Club des 27. Les artistes qui sont morts à cet âge étaient souvent à un moment charnière de leur vie, marqué par des luttes intérieures, des crises existentielles, et ils avaient souvent une quête de sens, ce qui résonne avec les énergies spirituelles et transformatrices du nombre 27. Donc ça, c'était le côté plus numérologie. Retrouvez votre rendez-vous paranormal, un autre regard, un mardi sur deux, les semaines impaires, à 21h sur Radio G. Une troisième théorie qu'on peut trouver, c'est les forces occultes et les rituels de sacrifice de sociétés secrètes. Donc là, on commence à partir un peu plus loin. Certains adeptes des théories du complot évoquent l'idée que le Club des 27 serait lié à des sacrifices occultes pratiqués par les sociétés secrètes ou des groupes liés à l'industrie musicale. Ces artistes auraient été en quelque sorte sacrifiés pour maintenir l'influence et la prospérité de certains groupes puissants dans un contexte rituel. Leur mort à 27 ans symboliserait un moment, on va dire, d'offrande spirituelle, tout simplement.
Et puis, il a une quatrième biais par lequel on peut passer, c'est la connexion avec l'âme artistique. Alors, certains occultistes estiment que les membres du Club des 27 étaient des vieilles âmes qui étaient éclairées, qu'ils avaient, on va dire, atteint un niveau élevé de conscience spirituelle à un très jeune âge. Ces âmes auraient en fait accompli leur mission terrestre rapidement et leur départ prématuré serait perçu comme un retour à la source spirituelle. Cette idée, elle repose tout simplement sur la croyance que certains individus sont destinés à des vies courtes mais intenses. Ayant déjà atteint une forme finalement d'achèvement spirituel, ils peuvent du coup aller vers la source. Alors pour vous, chers auditeurs, le Club des 27, malédiction ou non? N'hésitez pas à partager votre opinion. Alors peut-être que nous ne trouverons jamais de réponse définitive. Ce qui est certain en tout cas, c'est que le Club des 27 est devenu un vrai symbole, une réflexion sur la fragilité de la vie et sur les dangers de la célébrité. En tout cas, ces artistes, bien qu'ils nous aient quittés beaucoup trop tôt, continuent de vivre en tout cas à travers leur musique et leur légende, et elle ne fait que croître. Pour clôturer, pause musicale, je vous propose un de mes titres préférés, Nirvana, Heart Shaped Box. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. C'est l'heure de monter dans le train de la nostalgie avec notre chronique Coup d'œil dans le rétro, votre rubrique Ciné-série sur Radio G. On est de retour pour la dernière partie. Ce que je vous propose maintenant, c'est la chronique Un coup d'œil dans le rétro. Nous allons prendre le train de la nostalgie pour revoir une série ou un film sur le paranormal qui a marqué son époque. Alors, dans les années 90, TF1 a marqué l'imaginaire collectif avec une émission culte qui plongeait ses spectateurs dans l'inconnu, le surnaturel et l'inexpliqué. Vous voulez un indice ? Le générique, c'était ça. Attention, toutes les histoires que vous allez voir sont vraies. Les témoins, les officiers de police, de gendarmerie, les scientifiques que vous entendrez ont vécu ces phénomènes étranges. Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. Et oui, il s'agit bien de Mystère, avec un S à l'envers. Diffusée pour la première fois en 1992, cette émission, créée par Pierre Bellemare et animée par Alexandre Balou, explorait des récits fascinants de phénomènes paranormaux, d'ovnis, de disparitions inexplicables, de possessions et d'autres mystères. Elle est rapidement devenue incontournable pour les amateurs de récits intrigants et a contribué à la popularisation du paranormal en France. Alors, le format de Mystère était simple mais captivant. Chaque épisode présentait une série de reconstitutions dramatiques basées sur des témoignages réels. L'émission se distinguait par son approche narrative, des acteurs rejouaient des événements surnaturels, tandis que des témoignages des protagonistes, des proches ou d'experts venaient appuyer les récits. Inquiétante, l'approche sobre et souvent solennelle des narrateurs renforçait l'aspect mystérieux des histoires et plongeait le téléspectateur dans un climat d'incertitude et de fascination. Et la musique jouait aussi un rôle clé dans l'immersion. Le thème principal qu'on a écouté tout à l'heure était composé, lui, par Hervé Roy. Il était reconnaissable entre mille et contribuait à donner une ambiance inquiétante, presque mystique à l'émission. Et on parlait du décor aussi, qui était assez inquiétant. Ça faisait un décor un peu apocalyptique. Alors, l'un des attraits principaux de Mystère résidait dans la diversité de ses récits. Parmi les histoires marquantes, on se souvient particulièrement d'apparitions de fantômes, d'objets volants non identifiés,
d'apparitions religieuses ou encore de réincarnation. L'émission savait jouer avec les peurs ancestrales, des légendes urbaines et les croyances populaires. Parmi ces épisodes, on se souvient de La maison qui saigne. Par exemple, à Saint-Quentin, vous avez une famille qui était confrontée à une maison dont les murs saignaient, à des bruits de portes, de placards, à des bruits de coups dans les murs. Il y avait également le fantôme du château de Vos. Donc cet épisode emblématique se passait au château de Vos dans l'Allier, qui était supposément hanté par le fantôme de Lucie, une servante. Puis, enfin moi, ce qui m'a le plus marqué quand j'en parle à des amis, c'est l'histoire des pommes volantes. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. Pour moi, c'est vraiment l'épisode emblématique. Ça raconte une affaire des plus surprenantes, celle des pommes volantes dans une maison française. Alors c'est vrai que ça a l'air anodin comme ça, mais c'est vite devenu un récit qui était totalement troublant et emblématique de l'émission. Alors ce qui frappait particulièrement dans cet événement, c'est l'absence de toute explication logique. Les pommes étaient soigneusement rangées dans des caisses dans le grenier, il n'y avait aucune perturbation physique là-haut, personne ne pouvait y aller, et pourtant elles roulaient de manière continue, elles dévalaient les escaliers qui menaient au grenier, elles volaient dans les couloirs comme si elles étaient poussées par une force invisible, et semblaient même s'attaquer du coup aux habitants des lieux. Donc on découvre la famille qui était totalement déstabilisée par cet événement et ces incidents et commence à douter d'une cause naturelle, parce qu'en fait les pommes ne se contentaient pas de tomber du grenier, elles prenaient de la vitesse et descendaient les marches, elles frappaient les murs et parfois même les habitants. Il y avait des tensions, il y avait une atmosphère malaisante, il y avait des coups, il y avait des... Voilà. Donc c'est vraiment un épisode culte. Moi, pour les pommes, c'est celui qui me vient en premier à l'esprit. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au-delà du divertissement mystère, ça a eu un impact culturel qui était non négligeable. Ça a vraiment continué à alimenter l'intérêt croissant pour le paranormal en France. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Beaucoup d'émissions qu'on suivit, comme les Enquêtes impossibles ou Zone paranormale, doivent leur existence finalement à un mystère. Et le style visuel de l'émission, avec les reconstitutions qui, à vos allures de films d'horreur, du coup, l'approche un peu documentaire, ont vraiment influencé le genre, en fait, à la télévision. Et puis l'engouement de mystère finalement n'est jamais retombé puisqu'on peut retrouver sur YouTube les épisodes. Il y a aussi une plateforme de streaming en 2022 qui proposait la rediffusion de certains épisodes. Donc ça permet aux jeunes générations de redécouvrir ces histoires fascinantes. Alors c'est vrai que les techniques de l'époque sont un petit peu datées, mais il y a un côté un peu vintage. Alors j'espère que Mystère a su vous captiver, vous intriguer, comme s'il a pu intriguer les millions de téléspectateurs. Ça mêlait une formule d'enquête, des reconstitutions et des témoignages. Alors parfois, c'était critiqué par son manque de rigueur scientifique. Elle n'en reste pas moins un véritable monumentier visuel pour ceux qui aiment avoir un autre regard finalement sur l'inexpliqué. Son héritage, en tout cas, est indéniable. J'espère que ce petit tour dans le train de la nostalgie vous a plu. Donc voilà, c'était Mystère. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette première émission de Radio G dédiée au paranormal et à l'étrange. Cette émission est disponible en DAB+, et en streaming depuis le site de Radio G. J'espère que cette exploration des mondes invisibles et de ce qui se cache derrière vous a captivé autant que moi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit message, ça fait toujours plaisir. Alors, chaque émission, nous replongerons ensemble dans des univers mystérieux et fascinants. Et c'est vous, grâce à votre curiosité et à votre passion, que cette aventure est possible. Vos retours, en tout cas, sont précieux et inspirants. Et une petite bafouille, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez également partager le podcast de l'émission à vos amis, car plus on est de fous, plus on est de fous. En attendant notre prochaine rencontre dans 15 jours, à 21h, nous parlerons de résilience ainsi que des runes. Je vous propose de continuer à explorer, à découvrir et à vous ouvrir aux mystères qui vous entourent. Merci d'avoir été à l'écoute d'un autre regard et à très bientôt sur Radio G. Retrouvez votre rendez-vous paranormal, un autre regard, un mardi sur 2, les semaines impaires, à 21h sur Radio G. Chers auditeurs, nous savons que le monde regorge de mystères et d'histoires inexpliquées. Avez-vous déjà vécu une expérience étrange, un phénomène que vous ne parvenez pas à expliquer?
Une rencontre surnaturelle, une maison hantée, une apparition mystérieuse ou un rêve prémonitoire par exemple. Nous aimerions entendre vos récits. Partagez avec nous ces moments troublants où la réalité a semblé se dérober sous vos pieds. Peut-être que votre témoignage sera au cœur d'un prochain épisode à notre regard. Envoyez-moi votre histoire par mail ou sur les réseaux sociaux. Parfois, n'oubliez pas, l'inexplicable se cache tout près de nous. N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.